the emergency committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. In 3 years since then, COVID-19 has turned our world upside down. Almost 7 million deaths have been reported to WHO, but we know the toll is several times higher, at least 20 million. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous venez de l'entendre, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de la COVID-19 comme étant une urgence de portée internationale. Et dans cette vidéo, je voudrais qu'on essaie de voir quelles sont les implications d'une telle décision, qu'est-ce que cela signifie et comment est-ce qu'on peut comprendre ça, quelles sont les actions qui peuvent être implémentées à la suite de ces décisions-là. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous encourage à vous abonner sur cette chaîne pour ne rien manquer lorsqu'on publie une vidéo. Surtout si vous êtes intéressé par la santé publique, si vous êtes étudiant ou alors professionnel de la santé publique, si vous êtes passionné par la santé publique comme moi simplement, si vous souhaitez souvent avoir des concepts qui ont trait à la santé publique, des explications et tout, dans cette chaîne on partage beaucoup de choses qui ont trait à tout cela. Donc, on va donc revenir sur le vif du sujet. Donc, il y a cela quelques heures, quelques jours même, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de la COVID-19. Il a déclaré que le COVID-19 n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale. Alors, vous savez, la COVID-19, c'est une maladie qui est apparue depuis décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine. Et par la suite, elle a été déclarée comme étant une pandémie par le même directeur de l'OMS en mars 2020. Et donc, il y a eu plusieurs actions qui ont été mises en place au niveau de tous les pays, allant de la mise en place des confinements à la fermeture des frontières, pour ne citer que ces mesures-là. Il y a également bien d'autres mesures qui ont été mises en place et il y a eu tout ce qui s'est passé depuis plus de 3 ans pour la gestion de cette pandémie, les fake news qui ont été créées, l'introduction des vaccins et plusieurs rumeurs qui ont circulé. Donc, aujourd'hui, on apprend que cette pandémie-là, ça en est fini. Il n'y a plus le COVID-19 n'est plus désormais une pandémie de portée internationale. Alors, pour bien comprendre les implications de cette décision-là, c'est simple, on va simplement suivre les recommandations qui ont été formulées par le même comité qui a donné dans ce conseil-là au directeur général de l'OMS. Donc, il y a des recommandations qui découlent de cette décision-là et qui peuvent être également comprises comme des implications. Alors, la première décision, c'est qu'il faudra maintenir les gains des capacités nationales et se préparer aux événements futurs, aux probables pandémies qui pourraient arriver par la suite. Donc, vous savez, lorsque la pandémie pendant la pandémie, il y a eu plusieurs capacités qui ont été apprises par les différents pays. Il y a eu les renforcements de capacités, il y a eu des notions qui ont été incluses parce que la pandémie à COVID-19, c'était une pandémie qui arrivait pour la première fois, qui a eu un impact aussi grand. Dans le passé, on n'a pas eu une pandémie qui a autant affecté le monde. Donc, il y a eu donc plusieurs challenges auxquels les pays ont été confrontés. Donc, il y a eu donc plusieurs renforcements des capacités. Donc, il faudrait maintenir ce renforcement de capacité, ce gain de capacité qui a été fait par les pays. Et le plus important, donc, il faudrait absolument se préparer aux potentielles épidémies qui pourraient arriver dans le futur. Alors, à ce niveau-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour se prévenir, pour se renforcer, pour pouvoir prévenir de potentielles pandémies, il faudrait déjà savoir comment est-ce qu'on a fait pour arriver à la pandémie à COVID-19. Alors, et là, c'est la question de l'origine de la pandémie à COVID-19. On se pose la question de savoir quelle est l'origine de la pandémie. Alors, il y a plusieurs récits qui circulent, mais il n'y a pas encore d'unanimité au niveau en ce qui concerne la communauté scientifique, parce que il y a d'un côté des gens qui pensent que la pandémie qui a commencé à Wuhan, en Chine, que c'est des produits de laboratoire. Il y a eu des manipulations, des mauvaises manipulations au laboratoire qui ont donc après lesquelles donc le virus est entré en contact avec
avec ces personnes qui manipulaient ce laboratoire-là et par conséquent ont infecté les personnes aux alentours de ce laboratoire-là. Il y a un deuxième récit qui circule et qui fait comprendre que c'est un animal qui a joué le rôle pour la contamination des hommes et de ce marché qui était situé à Yuan en Chine. Parce que vous savez, au niveau du laboratoire qui était situé à Yuan, il y a un marché non loin de là. Donc, ce qui fait qu'il y a ces deux récits qui circulent là. Le premier, donc, qui dit que c'est la mauvaise manipulation au laboratoire qui a conduit à la contamination des personnes. Il y a un deuxième récit qui dit que il y a eu un animal qui a été l'intermédiaire entre le virus et ces habitants de ce marché, les personnes qui travaillent dans ce marché. Mais il n'y a pas encore d'unanimité, même si c'est cette deuxième théorie qui circule, qui est beaucoup plus relayée. C'est le fait que ce soit des animaux qui aient été le moyen de contamination des personnes qui travaillent dans ce marché-là. C'est la théorie qui est la plus à laquelle plusieurs personnes acceptent, ou alors la théorie que plusieurs personnes adoptent. Mais qu'à cela ne tienne, il y a beaucoup de challenges pour pouvoir faire des études approfondies, pour pouvoir déterminer exactement quelle est l'origine de l'infection, parce qu'il y a la réticence des autorités chinoises de laisser la possibilité de mener ces enquêtes-là. Les autorités chinoises ne veulent pas qu'on puisse percer ce mystère-là et savoir véritablement quelle est la vérité en ce qui concerne l'origine de la pandémie. Alors, la deuxième recommandation maintenant, consiste à intégrer la vaccination contre la COVID-19 dans la vaccination de routine, dans la vaccination des personnes tout au long de leur vie. Ça, c'est la deuxième recommandation et donc, c'est une autre implication donc, de cette décision-là. Et à ce niveau-là, il faudra augmenter par exemple la couverture vaccinale des personnes. Il faudra s'assurer que les personnes vulnérables, les populations cibles puissent recevoir le vaccin contre la COVID-19. Aussi là, il y a plusieurs avis. Il n'y a pas un consensus sur ce sujet-là parce que il y a d'un côté des chercheurs des scientifiques qui pensent que il ne faudrait pas continuer, qu'il est absurde de continuer la vaccination parce que ils prônent l'immunité naturelle qui a déjà été acquise par la population. Même des personnes qui sont contaminées ne développent pas des signes ou alors des symptômes de la maladie parce que la contamination elle est bénigne et donc les anticorps sont déjà assez compétents pour pouvoir répondre au virus du Covid. Donc, et il y a d'un autre côté d'autres scientifiques qui se disent voilà, puisque le virus peut muter facilement, vous savez, le coronavirus mute énormément. Et donc, le fait qu'il mute énormément, il faudrait que les vaccins puissent continuer de se prendre par la population pour qu'on puisse être capable de se prévenir contre les potentielles variantes qui vont arriver par la suite. Donc, il y a cette division au niveau de la communauté scientifique en ce qui concerne continuer ou pas la vaccination. Également, la troisième implication, la troisième recommandation qui suit cette décision là, ça concerne la communication de risque, l'engagement communautaire et la gestion de l'infodémie qui doivent être mises en place par les pays membres de l'OMS. Alors, là, c'est intéressant de voir que on met l'accent sur la gestion de l'infodémie. Vous savez, je suis gestionnaire de l'infodémie et ça, c'est une recommandation donc, qui montre à quel point la gestion de l'infodémie doit continuer et n'est pas simplement une activité de riposte. On ne met pas en place un plan de gestion de l'infodémie simplement lorsqu'il faut répondre à une pandémie ou alors à une épidémie, mais également elle peut être faite en amont, c'est-à-dire elle peut être faite de manière préventive, elle peut être faite même lorsque on n'a pas encore une situation d'urgence sanitaire. Il faudrait que les compétences en gestion de l'infodémie puissent être renforcées, que les personnes qui travaillent dans la gestion de l'infodémie puissent être capables de mettre en place un système résilient pour que si dans le futur il y a il y a une épidémie qui arrive, alors le système sera déjà assez manifeste pour pouvoir répondre à ce problème-là. Donc, c'est très important de mettre l'accent sur l'engagement communautaire, la communication de risques et la gestion de l'infodémie. Alors, la quatrième implication, qui n'est pas la moindre, c'est
le fait qu'il faudra lever les interdictions de voyage ou alors de lever les complications pour les voyages entre plusieurs pays. Vous savez, il y a plusieurs pays actuellement qui n'exigent plus de se faire vacciner avant d'arriver dans leur territoire. Mais il y a également d'autres pays qui, jusqu'à présent, exigeaient les vaccins pour pouvoir entrer dans le territoire. Mais grâce à cette décision-là, il n'y aura plus de contraintes à ce niveau-là. On ne va plus imposer aux personnes de se faire vacciner avant d'entrer dans le territoire. Ce sera plus utile parce que le Covid-19, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès, le nombre de personnes qui sont infectées a largement baissé. Donc, n'est plus une maladie qui a une gravité. Et donc, la dernière décision, c'est bien évidemment la recherche. Il faudra maintenir et renforcer les activités liées à la recherche au sujet du coronavirus. Comment est-ce qu'on va faire la recherche pour voir à quel point les vaccinations permettent de réduire la transmission de la COVID-19 dans certaines populations cibles? Comment est-ce qu'on peut améliorer les vaccins contre la COVID-19? Comment est-ce qu'on peut mettre en place de véritables études pour pouvoir répondre aux questions qui pour le moment restent inconnues en ce qui concerne la COVID-19, comme par exemple l'origine de la maladie. Donc voilà quelques implications de cette décision de l'OMS qui est donc de considérer la COVID-19 non comme une maladie de portée internationale mais comme une maladie bénigne et donc qui ne requiert plus tous les protocoles qui ont été mis par le passé. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez d'autres commentaires sur ce sujet-là? Si c'est le cas, vous pouvez laisser vos commentaires dans la section commentaires. Et également, je vous encourage à partager cette vidéo si elle vous a plu et à la liker également. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.